Il y a un peu plus d'un mois, je vous parlais du festival Visa pour l'image, festival de photojournalisme qui est le rendez-vous incontournable des photojournalistes et notamment des photographes de guerre. Alors, c'est clairement le meilleur endroit pour croiser des professionnels et pour prendre des conseils. Le problème, c'est que la plupart des gens que vous allez croiser là ne disent pas tous vraiment la vérité sur leur métier et comment ça se passe concrètement sur le terrain, notamment sur les terrains de guerre. Alors, même si j'ai couvert personnellement que 3 pays en guerre, mais que j'ai pas une grosse expérience dans ce domaine, par contre j'ai beaucoup parlé avec des photoreporters, des reporters de guerre, en off de tout ça, et j'ai également rédigé un mémoire de recherche sur ces questions dans mon cadre de mon master de journalisme, et puis j'ai écrit des livres sur ces thématiques, donc je pense être légitime pour vous parler un petit peu de cette thématique, et de donner quelques infos qui malheureusement, je l'annonce tout de suite, petit spoiler, ça va casser un peu le mythe du reporter de guerre qu'on a en tête et qui est maintenu par certaines personnes qui disent pas la vérité quand on leur pose la question. On n'est pas obligé de tout dire, mais quand on a en face de nous quelqu'un qui débute, il faut dire les choses pour éviter des drames parfois, parce que ça reste quand même un métier dangereux. Donc il y a plein de gens qui se lancent là-dedans sans vraiment avoir conscience de ce que ça implique, de pourquoi on fait ça et des implications réelles en fait de tout ça. Donc premier point que je veux partager avec vous, c'est, ça peut sembler trivial, mais c'est pas, je trouve, assez mis en avant par les gens de la profession, c'est le coût humain et surtout financier, le coût financier du reportage de guerre. Les frais de voyage pour un reportage de guerre, ce sont des frais qui sont très élevés. Pourquoi ? Non pas parce que l'hôtel, l'avion et tout, ça coûte cher, ça, à la limite, on peut se débrouiller. Mais ce qui coûte cher dans un voyage pour un reportage de guerre, c'est le fixeur. Le fixeur, on n'en parle pas assez. Le fixeur, c'est la personne qui va vous accompagner. C'est une sorte de guide local qui est indispensable pour garantir votre sécurité et surtout pour que vous puissiez accéder à certaines zones. En gros, surtout aujourd'hui, depuis plusieurs années, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas aller à l'endroit qu'on souhaite tout le temps quand on est en zone de guerre. Il faut avoir quelqu'un qui vous donne les accès ou qui négocie pour vous les accès parce que vous n'avez peut-être pas parlé la langue du pays. Si par exemple vous allez en Ukraine, si vous ne parlez pas russe ou ukrainien, mais sachant qu'il y a beaucoup de gens qui parlent plus russe qu'ukrainien dans certaines zones d'Ukraine, c'est comme ça, vous n'allez pas pouvoir accéder à des zones. Donc il faut pouvoir communiquer avec les soldats, communiquer avec les états-majors, communiquer avec des ONG, etc., pour avoir accès à des endroits. Donc il vous faut un traducteur. Ce traducteur, c'est votre fixeur. Donc lui, il a un coût. Vous allez le payer tous les jours. Et ça va de quelques centaines à parfois quelques milliers d'euros pour quelques jours de travail. Donc, c'est pas de l'argent volé parce que les fixeurs, ils bossent, ils prennent parfois beaucoup plus de risques que des journalistes parce que eux, ils restent. Quand le journaliste il a fini son reportage, il rentre chez lui. Le fixeur, il reste sur place, donc il prend parfois beaucoup plus de risques. Il y a des fixeurs comme ça qui ont été tués, qui ont été pris en otage, parce qu'ils avaient aidé des journalistes occidentaux ou étrangers tout simplement à bosser sur le terrain. Donc, déjà, premier point, le coût du fixeur. Ça va être plusieurs centaines d'euros par jour, facilement, pour avoir un bon fixeur. Ensuite, vous allez devoir payer encore pour avoir des équipements de protection. Vous allez devoir vous payer un gilet pare-balles ou un casque, enfin, un gilet pare-balles et un casque, on va dire plutôt, ainsi que du matériel de secourisme, des garrots, des pansements pour arrêter les hémorragies, etc. Tout ça, ça a un coût. Alors, ça vaut pas très cher, le matos de secourisme, heureusement, mais ça a quand même un coût. Par contre, les gilets pare-balles, c'est très cher, les casques, c'est très cher, surtout quand vous avez besoin de matériel qui va résister à des impacts de balles, d'armes de guerre en fait. Là on parle de catégorie 4 quand on parle de plaques balistiques pour arrêter tout ce qui va être tir de Kalachnikov par exemple, d'armes lourdes. Le casque c'est pareil, il va falloir des bons casques. Et je parle même pas du matos photo parce que ça vous connaissez déjà, mais il faut comprendre que votre matos photo vous allez le mettre à plus rude épreuve en territoire en guerre que en territoire normal, parce qu'il va falloir gérer la poussière, les chocs, l'humidité, le froid, le chaud, etc. Donc il va falloir du matos encore plus qualitatif, encore plus tropicalisé, encore plus résistant, donc encore plus cher. Et puis ensuite, au-delà du coût financier, il y a le coût humain. Non seulement vous allez risquer de perdre de l'argent, mais vous risquez surtout de perdre la vie, ou encore
pire, je sais pas si c'est pire, mais en tout cas d'être blessé, et d'être blessé à vie, voilà, ce qui est vraiment compliqué derrière, notamment les blessures physiques, mais aussi les blessures psychologiques. Euh, et on le voit, il y a beaucoup de journalistes qui sont post-traumatiques, qui ont développé ce syndrome post-traumatique parce qu'ils ont vu des choses horribles et ça a des impacts sur le cerveau et derrière ça empêche plutôt d'avoir une vie normale. Donc, il faut comprendre le coût financier, le coût humain. Partie 2 de cet épisode, la question de la récompense et les défis psychologiques. Bien que les images de guerre puissent apporter une reconnaissance dans le milieu journalistique, ça compense pas toujours la précarité financière et les risques encourus. Il y a beaucoup de photographes qui se battent pour faire publier leurs travaux tout en vivant avec la pression constante de devoir justifier leur mission. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas assez dit. Alors, quand vous rencontrez un reporter de guerre qui a publié son reportage, cette personne ne va pas en parler. Mais quand vous parlez avec des reporters de guerre qui n'arrivent pas à publier leur reportage, même s'ils n'ont même pas réussi, enfin, même si c'est même plus une question d'argent, parce qu'on va dire qu'ils avaient accepté de perdre cet argent, d'ailleurs c'est ce qu'il faut se dire, hein, quand vous partez en reportage de guerre, il faut dire, ok, combien d'argent vous avez sur un compte en banque qui est prêt à être cramé. C'est un peu comme aller au casino. C'est vraiment, partir en reportage de guerre, c'est comme aller au casino. C'est juste plus dangereux. Mais l'argent que vous allez mettre sur la table, il faut accepter que vous allez le perdre, potentiellement. Il y a plus de chances que vous le perdiez que vous le récupérez avec du bénéfice. Et le problème, c'est que quand vous allez partir en zone de guerre, vous allez voir des choses compliquées, que vous allez vivre des expériences assez dures, que vous allez voir aussi l'expérience des gens, vous allez voir des gens qui sont démunis, qui ont tout perdu, vous allez vous sentir coupable aussi de ne pas réussir à publier ces photos, même gratuitement. C'est ça qui est dingue en fait. Il y a même des journaux, vous serez prêt à leur dire, mais publiez gratuitement les photos, ils en voudront pas. Pourquoi ? Parce que ça correspond pas à la ligne, parce qu'elles sont pas assez bonnes, parce qu'il n'y a pas la place, parce que plein d'autres raisons. Mais voilà, c'est un truc qu'il faut comprendre. Après, il faut être capable de gérer son ego, gérer sa gestion émotionnelle, en fait, en quelque sorte, être capable de se gérer soi-même. Et vous savez, j'en parle dans un épisode qui s'appelle, c'est l'épisode numéro 245 du podcast. Ça commence à faire beaucoup d'épisodes dans ce podcast, 245, qui s'appelle Prestige versus Profit, où j'explique un peu la différence qu'il y a entre le fait de vouloir vendre des photos, enfin de vouloir faire de la photo, du moins, pour être connu ou pour gagner de l'argent. Et cette spécialité qu'est le reportage de guerre va encore plus accentuer ces questions-là, ces problématiques-là. Et d'ailleurs, c'est la troisième partie que j'ai notée ici, c'est pourquoi partir ? Quelle motivation profonde ? C'est quoi les motivations personnelles qu'ont des reporters de guerre à vouloir partir, enfin des reporters à vouloir partir en zone de guerre ? Pourquoi les gens décident de s'exposer à tous ces dangers physiques, mentaux et financiers, quelque part ? Alors, beaucoup de gens vont dire que c'est parce qu'ils cherchent à raconter des histoires essentielles. D'autres, ils vont y voir une responsabilité morale. Mais la question à chaque fois, c'est est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que ça va changer quelque chose ? Est-ce que ça va changer quelque chose pour soi ou pour les autres ? Et derrière, beaucoup de gens vont dire qu'ils se sentent investis d'une mission plus grande qu'eux, mais derrière, il faut comprendre que ça va s'accompagner d'une grande solitude et d'une confrontation avec la fragilité de la vie, de la vôtre, de celle des autres, de l'humain. Donc, il faut se poser cette question. Pourquoi partir ? Pourquoi ? C'est vraiment important d'essayer de comprendre est-ce que ça vaut le coup par rapport aux risques qui sont encourus. Alors, là, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais t'es sympa, mais t'es en train de nous démoraliser, parce que nous, on voulait partir, mais là, t'es en train de nous dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Moi, je vous encourage, enfin, j'encourage personne, mais moi, je vous encourage à vivre vos rêves, je vous encourage à faire ce que vous avez envie de faire. Et si ce que vous avez envie de faire, c'est de partir en zone de guerre, partez en zone de guerre. Mais juste, posez-vous vraiment cette question, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez ? Vraiment, c'est la question qu'il faut se poser. Pas juste faire comme les autres, pas juste vouloir du prestige, ou vouloir du profit, parce que c'est pas là où vous allez gagner du profit, c'est sûr. Vous allez plus perdre de l'argent qu'autre chose, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire ? Et si c'est le cas, j'en arrive à cette quatrième partie, qui est comment se préparer et comment maximiser ses chances de succès. Et le point clé, c'est toujours, encore et toujours, désolé, mais c'est toujours ça, c'est la formation.
c'est la formation, et pas que la formation à la photo, mais la formation aussi physique, la préparation physique pour partir en zone de guerre, la préparation mentale pour partir en zone de guerre, la préparation aussi dans des thématiques qui n'ont rien à voir avec la photo, par exemple le secourisme. Vous devez être formé en secourisme, en milieu hostile, en sauvetage au combat, c'est-à-dire arrêter un garrot, arrêter une hémorragie avec un garrot, bien placer un garrot, bien placer des pansements, sauver des gens en fait, vous sauvez vous-même et sauver des gens pour pas être un boulet, pour être justement une plus-value sur le terrain. Donc pour ça, vous savez, on a fait une formation avec Defense qui s'appelle Secourisme en milieu hostile, avec Defense avec Claude Brunet qui bosse chez Terang MPSec, qui est une boîte qui commercialise ce matériel-là, des garrots, des pansements, plein de choses super importantes, des trousses de secours, pour apprendre à se protéger et à réagir face aux dangers immédiats. Donc c'est important. D'ailleurs, ça ne vous servira pas que en zone de guerre, hein. Si vous partez en randonnée, en montagne, vous n'êtes pas à l'abri de vous péter une jambe ou de voir quelque chose devant vous, d'avoir quelqu'un devant vous qu'il faut sauver. Il y a plein de conseils dans cette formation sur la gestion de l'hypothermie, de faire des brancards, même d'avoir du matériel qu'il faut le matériel qu'il faut dans sa voiture au cas où vous êtes bloqué dans votre voiture. Enfin, il y a plein de choses, donc je vous mettrai un lien en description. Mais formez-vous à ces questions, documentez-vous, c'est important, et surtout expérimentez. C'est pas juste suivre une formation sur comment mettre un garrot qu'il faut faire, c'est aussi avoir un garrot dans son sac et s'entraîner à le mettre régulièrement pour être capable le jour J de sauver la vie de quelqu'un. Ensuite, il y a la préparation mentale et physique qu'il faut avoir, il faut se remettre au sport, il faut être prêt à être résilient dans des conditions compliquées, parfois pas dormir, parfois pas manger, gérer sa fatigue, gérer ses douleurs, voilà, être capable de s'adapter. Donc, en conclusion, j'ai envie de dire que partir en reportage de guerre, c'est prendre des risques considérables, vraiment. Aussi bien pour sa vie que pour son équilibre psychologique. Mais, bien sûr, c'est une façon de contribuer à l'histoire, de rendre compte de la réalité que beaucoup préféraient ignorer. De ce qu'on voit aux infos, on peut éteindre les infos, ok. Mais quand c'est vous qui allez, vous allez voir encore plus précisément ce qui se passe et vous allez pouvoir impacter au moins la vie de vos proches parce que eux savent que vous prenez des risques pour ramener ces images, ramener ces informations. Donc vous allez concrètement avoir une implication sur les autres, c'est évident. Mais ça appelle à la réflexion. Il faut absolument réfléchir à vos motivations profondes avant de vous lancer dans cette aventure. De comprendre aussi l'importance d'une bonne préparation pour minimiser les risques. C'est important. Et puis ensuite, il faut maximiser ses chances d'y arriver. Donc il faut apprendre à vendre ces sujets avant de partir. Il faut comprendre que c'est pas parce que vous avez réalisé un reportage incroyable, c'est pas parce que vous avez les meilleures images de l'histoire que vous allez les vendre comme ça tout seul, que ça va se vendre tout seul en claquant des doigts. Non, ça marche pas comme ça. Il faut apprendre le marketing, il faut apprendre le storytelling, il faut apprendre la vente, il faut avoir le bon réseau, il faut avoir les bons canaux de diffusion, être dans la bonne agence, être là au bon moment avec les bonnes personnes qui vont vous aider. Et tout ça, ça se prépare avant de partir. Ça se prépare dès maintenant. Donc, si vous voulez vous lancer là-dedans, si vous voulez être accompagné, vous avez des liens en description. Allez cliquer dessus, il y a des formations sur le secourisme, des formations sur le photojournalisme, des formations sur le reportage, plein de choses qui vont vous aider et qui vont vous permettre de minimiser les risques et maximiser vos chances de réussir, de vivre ce rêve qui est de devenir reporter de guerre. Mais voilà, comprenez derrière ce que ça implique vraiment, parce qu'il y a plein de gens qui mentent ou qui mentent par omission, qui ne vont pas dire les choses, et c'est un peu dommage parce que ça met en danger des gens. Donc allez-y, allez voir ces liens en description, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast.